Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. Troisième jour, ce lundi 29 mai 2017 du mois saint de Ramadan. Et notre rédaction a fait un tour dans certains marchés de la capitale pour s'enquérir du prix des denrées de grande consommation comme le riz, la farine ou encore les légumineuses. Sur le terrain, le constat révèle une hausse du prix de ces produits de grande consommation. Bonterabi Keita, reportage. Cette année encore, comme les précédentes, les prix des produits de première nécessité ont presque tous connu une augmentation. Du sac de riz importé au bidon d'huile en passant par le sucre et autres, tous ont subi une nette hausse. Seul argument au marché, les prix seraient fixés en fonction de la qualité du produit. Il y a des qualités. L'autre là, c'est 235 000. Les jaunes là, c'est Léopard, c'est 230 000. L'autre là aussi, c'est CAO dégradé. Sont vendus ça à 285 000. Le sucre encore, ça va à 390 000 sacs. Comme 10 000, 15 000 comme ça, ça tombe. Les produits importés ne sont pas les seuls à connaître cette hausse de prix. Les produits locaux également. Le prix du riz du pays est passé de 5 000 à 7 000 francs guinéens le kilo depuis l'annonce du mois saint de Ramadan. À cela s'ajoute le sac de piment et de gombo. Avant le Ramadan, on prenait le riz au village à 5 000 francs pour le revendre à 5 500. Mais certains attendent le mois saint pour augmenter le prix des denrées. Et pourtant, on dit qu'on cherche bénédiction pendant le mois, mais on ne peut pas. Le piment 450 000, le gombo 700 000 avant le Ramadan, ce n'était pas à ce prix. C'est le mois saint qui a amené. Pendant que les détaillants et grossistes s'accusent mutuellement, les citoyens qui se plaignent de cette cherté n'ont que leurs yeux pour pleurer. Actuellement à Conakry, la conjoncture est difficile. Le prix de l'huile est cher, le prix des différentes denrées a augmenté. Jusqu'à présent, le prix du sucre est en hausse. Il n'y a rien sur le marché et cela ne s'est produit qu'à l'arrivée de ce mois saint. Cette situation que traversent commerçants et citoyens en ce mois de Ramadan n'est pas un fait nouveau. Chaque année en Guinée, le même phénomène se produit et cela malgré l'appel des autorités. Pendant ce temps, ce fonctionnaire du nom de Diati Kondé, disposant d'une ferme avicole, décide d'accompagner les musulmans pendant ce mois saint de Ramadan à travers la mise à disposition des produits de volaille dont les prix défient toute compétition. L'opération de distribution de ces produits pour la ville de Conakry a débuté ce lundi même. Compte rendu Bah Mohamed Alpha. Offrir de la protéine et des produits avicoles à un prix abordable à la population guinéenne durant ce mois saint de Ramadan, c'est l'objectif visé par Diati Kondé, une manière pour lui de soulager les fidèles musulmans en ce mois béni. Les casiers que vous voyez ici, ceux qui correspondent aux œufs rouges, vous en trouverez à pareil moment à 30 000 par casier, à 35 000 par casier. Nous vendons le nôtre à un prix très abordable. 24 000, 22 000. Il s'agit de nous acquitter de notre devoir. Il existe aussi des poulets et de la viande de bœuf en qualité dont la conservation répond aux normes requises. Nous avons aussi des poulets égorgés conformément au rituel musulman. Pour ceux qui n'ont pas du temps à déplumer, et nous avons fait ça pour eux. C'est les chiens de même race. Ça c'est combien? On les vend toujours par kilo. Ces poulets qui sont déjà déplumés, on les vend le kilo 25 000. Donc ce sujet que vous voyez peut atteindre jusqu'à 4 kg. Dans certains pays, l'importation des carcasses là est interdite parce qu'elle suit une longue période de transit qui dénature complètement le sujet avant qu'il ne soit consommé. Donc on ne fait que manger de la chair sans produit nutritionnel. Le nôtre est fraîche. Elles sont élevées en Guinée, elles sont vendues en Guinée aussi. C'est des poulets très frais. Pas d'autres qualités de viande, c'est la viande de bœuf, ce qui se trouve à l'intérieur de notre congélateur. Au marché, la viande de bœuf est vendue à 35 000. Nous vendons le kilo à 30 000 chez nous. Ces produits attirent déjà l'attention des clients qui apprécient d'ailleurs la qualité des produits fournis. Ça là, c'est couleur naturelle. Ça m'a plu de voir. Je vais essayer ça aussi. J'encourage tout le monde d'essayer comme moi. Bon, c'est abordable, 25 000. C'est pas l'autre là. Bon, ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Tonyar me ton fainare. Ina sala emira na fluolare. Ina sala iwa me ramuna faina ngom. Ina sala era kherinara. Afan amanyong. Cette initiative de Diati Condé ne date pas aujourd'hui. À ses premiers pas, il y a de cela 20 ans, cette livraison était destinée simplement au département ministériel et aux garnisons militaires. Pour cette fois-ci, l'opération sera notamment étendue dans les villes de Boké, Kankan et Kindia. Le Ramadan, ce n'est pas seulement la marmite, c'est aussi le mode vestimentaire. Il change totalement dès que le mois saint s'annonce. Le phénomène est beaucoup plus perceptible chez les jeunes filles qui, en lieu et place des bodys et jeans, arborent, j'allais dire, les camisoles qui couvrent toutes les parties sensibles. Une démarche très appréciée par tous. Aminata Touré. Le genre est l'un des piliers de la religion musulmane. Il est un ensemble de principes et règles de conduite à observer pour mener à bien ce mois saint. Parmi ces règles de conduite figure le mode vestimentaire adopté. Ainsi, elles sont nombreuses des filles et femmes à se plier à cette règle. Au lieu des habituelles tenues appelées près le corps comme les pantalons et jupes, elles portent des habits décents qui couvrent tout le corps. De même, les coiffures à base de mèches sont troquées au profit des foulards sur les têtes. Un changement plutôt apprécié chez les hommes. Ils souhaitent de toutefois de voir cette pratique continuer même après ce mois de Ramadan. On est très content de la façon dont je vois les femmes s'habiller ou les filles s'habiller pendant le mois de carême. Je demande à tout le monde de continuer comme ça, de ne pas changer. Ce n'est pas seulement le mois de carême. Il ne faut pas être un musulman du mois de carême. Il faut un musulman pour tout bon, éternellement. Selon des religieux, ce mode vestimentaire des femmes et filles est celui prescrit dans les écrits saints. Dieu a dit, toi prophète, dis à tes femmes et aux femmes de tous les autres musulmans de s'habiller d'une manière décente, en évitant d'exposer leur corps. C'est une recommandation de Dieu dans le Coran. Si Dieu a fait de nous des musulmans, prennent en considération ce passage du Coran, cela nous réjouit tout comme cela nous frustrerait. Si il n'était pas respecté, que ce soit Ramadan ou non, nous sommes heureux de voir nos mères, nos sœurs adopter ce mode vestimentaire décent, en respect pour le Ramadan. Elhaj Abdoulaziz Diallo appelle cette couche féminine à pérenniser cette habitude de s'habiller décemment pour ainsi obtenir le pardon de Dieu. Je dirais à celles-ci de pérenniser le bon comportement qu'elles ont eu pendant le Ramadan. Ce qu'elles n'ont pas eu comme comportement, qu'elles sachent que rien n'est trop tard. Que la personne fasse un effort de formuler l'intention, à partir de maintenant, de se comporter comme l'a prescrit, puisque les musulmans et ses parents le sont aussi. Ces conseils sont donnés, il revient donc aux intéressés de les appliquer, mais en attendant, chacun s'active pour espérer voir ses péchés pardonnés en ce mois béni de Dieu. Au même moment, l'argent espèce aussi se fait rare dans la circulation en cause. La grève du syndicat des banques primaires qui commence à perdurer. Conséquence, l'angoisse, l'anxiété et parfois même la nervosité chez les clients qui ne savent plus à quel sein se vouer. C'est un reportage de Saloum Kondé. Cela fait 5 jours maintenant que Mamadou Aliou Diallo fréquente la banque pour récupérer son argent en vain. Toutes les fois qu'il passe devant sa banque, les portes sont fermées à cause de la grève déclenchée par la Fédération syndicale des banques de Guinée. Une situation qui dépasse son entendement. Je n'ai jamais vu de ce genre, je peux dire, au niveau mondial. Surtout à ce mois-là. Parce que présentement, on ne peut pas garder de l'argent à la maison. Il nous faut forcément dans les banques. Et que si la famille n'a pas de dépenses, comment nous allons faire? Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, vraiment dessus. Cette grève paralyse également le secteur de transit, empêchant ainsi les acteurs de ce domaine d'effectuer des transactions bancaires avec les clients. Premièrement, les agios que les banques nous fixent ne font que monter. Et deuxièmement, nos clients ne sont pas du tout, n'auront aucune rentabilité par rapport à la fermeture de la banque. Selon le secrétaire général de la FESABAG, cette situation a été engendrée par les patrons des banques qui, selon lui, font la sourde oreille aux cris des travailleurs. On n'a pas bougé, nous sommes allés à la primature, on s'est compris au niveau de la valeur du point, avec le premier point de la revendication. Et le lendemain, on arrive à la Banque centrale au lieu de négociation. Nos patrons disent que
ils reviennent sur leur décision, c'est-à-dire ils se sont rétractés, nous ramenant ainsi à zéro. Au moment où je vous parle, les négociations sont au point mort. Pour le moment, les négociations se poursuivent à la primature et l'amélioration des conditions salariales est l'une des principales revendications au nombre de 11. Autre image dans cette édition d'information, la 7e session du comité de pilotage du programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest a pris fin ce lundi à Conakry après l'évaluation des acquis de la première phase et analyse des perspectives de la deuxième. Les participants se disent confiants quant à l'avenir de ce programme dans leurs pays respectifs. Aïssata Fofana. Konan Angama est conseiller technique du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Après avoir pris part à cette 7e session du PRAO à Conakry, il entend appliquer les recommandations issues de cette session pour la réussite du programme dans son pays. La Côte d'Ivoire rentre pour la première fois dans le projet PRAO et qu'à ce titre, cette réunion est une opportunité pour nous de bien comprendre le projet et puis participer à l'ensemble des étapes qui nous aident à préparer notre propre projet au niveau national. Pour le Cap-Vert, pays déjà en attente pour la mise en œuvre de la seconde phase, l'espoir est permis vu les acquis enregistrés. Les attentes du Cap-Vert pour la deuxième phase s'inscrivent dans ce qu'on peut dire une consolidation des acquis de la première phase. Pour ne pas perdre les gains qu'on a déjà atteints et l'orientation vers une deuxième phase où il sera accordé une place très importante au développement du secteur privé dans la pêche. La Gambie et la Mauritanie, autres États bénéficiaires du programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest, ont aussi participé à cette rencontre. Pour les délégués, ce rendez-vous est crucial pour leurs pays respectifs. Je pense que c'était quelque chose de très positif et ça va nous aider, nous, en tant que bénéficiaires de la troisième phase, de bénéfices ou de points forts et de points faibles des pays qui nous ont précédés. La Gambie a adhéré à la seconde phase du projet. Avec cette adhésion, il y aura des subventions qui contribueront à l'amélioration du secteur de la pêche dans notre pays. Rappelons que le programme régional de pêche en Afrique de l'Ouest a été conçu par la Banque mondiale pour aider les États africains à mieux gérer leurs ressources maritimes. Le premier forum de l'étudiant guinéen débutera le 1er juin prochain à Conakry. Pendant 3 jours, des élèves, étudiants et des professionnels de l'éducation vont se rencontrer, échanger et discuter sur l'avenir de l'enseignement en Guinée. Organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette rencontre va mobiliser près de 3000 visiteurs, selon Binkoma Touré, secrétaire général du département. Al-Seni Diallo. Du 1er au 3 juin prochain, le Palais du Peuple vibrera au rythme du Forum de l'étudiant guinéen. Premier du genre en Guinée, cette rencontre entre les techniciens du système éducatif du pays regroupera dans un même espace les délégués des universités publiques et privées, mais aussi des instituts et lycées de la capitale. Nous avons jugé nécessaire d'organiser ce rendez-vous pour mettre assez d'acteurs en commun. Et le premier point central, c'est les lycéens, le deuxième, les universitaires, et le troisième, les professionnels. Parce qu'il faut qu'on dise aux étudiants ce qui les attend après la vie estudiantine. Donc après les campus universitaires, ils seront sur le monde du travail. Et qu'est-ce qui les attend sur ce monde du travail? Les professionnels vont venir dire. Il y aura des conférences, débats, des panels, des rencontres avec les entreprises et que sais-je encore. À cette première édition du Forum de l'étudiant guinéen, vu le calendrier de ceux de l'extérieur, ils ne sont pas conviés. Mais néanmoins, le département a invité plusieurs universités de par le monde pour un échange d'expériences. Nous l'organisons à un moment où tout le monde est en évaluation presque de fin d'année.
Mais ils ont eu l'information. Nous avons aussi invité des partenaires étrangers qui viendront vendre, si je puis le dire, leur marque, parce qu'ils vont venir vendre le label de leur école. Il y a des universités indiennes qui vont arriver et probablement d'autres pays aussi. Ce forum de Conakry est une sorte de plateforme pour les élèves et étudiants guinéens de mieux préparer leur avenir. Et cela passe, selon Binko Mamadi Touré, par le choix de filières par le bachelier. Nous avons espoir de toucher une grande population de lycéens qui va être informée sur les débouchés à l'enseignement supérieur. Nos étudiants aussi seront informés de ce qui les attend sur le marché de l'emploi, car il y aura des industriels et des professionnels qui viennent à nos côtés pour débattre des questions et peut-être même une remise en question de certaines filières qui désormais vont former pour l'emploi. Après ce premier forum de l'étudiant guinéen, les organisateurs entendent délocaliser les prochaines éditions à l'intérieur du pays afin d'atteindre plus de cibles. Une réunion préparatoire a réuni ce dimanche des jeunes du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Ratoma, organisée par le tout nouveau secrétaire administratif du Bureau national des jeunes, Amadouba Dientelo. La rencontre avait pour objectif de ratisser large en faveur de la mouvance présidentielle lors des prochaines échéances électorales. Soirée Bouakar. À peine nommé au poste de secrétaire administratif du Bureau national des jeunes du RPG Arc-en-Ciel, Amadou Riba Intelo multiplie les rencontres sur le terrain. D'où sa rencontre ce dimanche avec des jeunes leaders et responsables du RPG Arc-en-Ciel de Ratoma. Une première action qui annonce la dynamique de regroupement de plus de jeunes autour des idéaux de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, on s'est retrouvés ici en commission restreinte pour faire un travail technique. D'abord, il faut préciser que hier, j'ai eu une réunion avec le Bureau national des jeunes et tous les secrétaires généraux des sections RPG Arc-en-Ciel de Ratoma, au siège du parti. Et à partir du mardi, on va lancer officiellement nos activités au niveau de Ratoma pour un début, mais ça va être élargi au niveau de toutes les communes et jusqu'à l'intérieur du pays. Mais pour le cas spécifique de Ratoma, considéré comme fief du camp adverse, Amadou Riba Intelo dit être prêt à faire de l'exploit. Aujourd'hui, on est à 80% des préparatifs pour sortir sur le terrain. Et il est important de préciser que la plupart des gens ou la majeure partie des jeunes qui sont présents ici sont de Ratoma, RPG Arc-en-Ciel, d'autres de l'UFDG, d'autres de l'UFR. Des gens ont décidé, d'autres qui ont des ONG aujourd'hui, ils ont décidé de rejoindre le mouvement à partir de ma personne. Donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes prêts en tant que jeunes Guinéens de poser des actes patriotiques mais surtout de soutenir le président de la République. Par ailleurs, Amadou Riba promet que la commune de Ratoma fera l'objet d'un débat ardu lors des prochaines échéances électorales. Les travaux de la session des lois se poursuivent à l'Assemblée nationale. Le troisième chronogramme vient d'être adopté par les élus, toujours sans le nouveau code civil guinéen. Une démarche désapprouvée par certaines ONG de la place qui se lancent dans la défense des droits civiques. Ça, Alou Yambouno. C'est en 2011 que la Guinée décide de se doter d'un nouveau code civil. Depuis cette année-là, les populations attendent l'adoption de ce projet par le Parlement élu en 2013, mais hélas, l'Assemblée nationale s'était pourtant engagée il y a un an à adopter ce projet de code en 2017, mais apparemment, elle ne semble être prête dans sa démarche. Cette année, à l'entame de la session, précisément le 11 avril 2017, l'Assemblée nationale a adopté en session plénière un chronogramme qui indiquait les phases d'examen du code civil. Par la suite, nous avons été outrés de constater qu'en place du code civil, la commission des lois examinait le code de justice militaire. Le vendredi dernier, 26 mai, nous avons été d'autant plus outrés d'apprendre le retrait du code civil.
lors de la dernière plénière de l'Assemblée nationale qui a vu l'adoption d'un nouveau chronogramme. Et ceci pour des motifs que nous ignorons. Rien ne justifiant à ses yeux le retrait de ce code du nouveau chronogramme de la session de l'Assemblée nationale, le collectif des ONG pour des textes respectueux des droits de l'homme dénonce un dysfonctionnement de l'institution en charge de voter les lois en République de Guinée. À notre égard, aucun motif ne peut justifier le retrait de ce texte qui a été officiellement transmis par le gouvernement et démultiplié à l'endroit de tous les députés depuis l'année dernière. Nous considérons que cette situation résulte d'un dysfonctionnement notoire de notre Assemblée nationale et d'un manque de volonté manifeste de sa part. Le collectif des ONG pour des textes respectueux des droits de l'homme exige donc la réintégration du nouveau code civil à l'agenda de la session en cours. Pour ce faire, il compte user de tous les moyens légaux conformément, dit-il, à l'article 10 pour se faire entendre si sa démarche n'est pas prise en compte. Depuis maintenant 20 ans, la Guinée use d'un même code civil, bien que la réalité du pays, elle, change à chaque époque. L'autre ne dirait-il pas que la société évolue et le droit avec? En France, la campagne pour les législatives se poursuit sur le terrain. Elles auront lieu le 11 juin prochain et 16 pays étrangers sont concernés par ces échéances. Le matériel électoral est déjà arrivé sur place à suivre. Laïla Aïchi entend bien profiter de la dynamique présidentielle et de la marque Macron, comme d'autres ralliés du MoDem à En Marche. La campagne se monte donc dans l'urgence. Un week-end pour tout caler quand ses concurrents parcourent la vaste circonscription 16 pays depuis des semaines, parfois des mois. L'éducation, la santé, la sécurité sociale et la sécurité de manière générale. Pour piloter le petit comité à l'œuvre, un vieux routier de la communication politique. Donc il faut faire l'Algérie et le Maroc entre le 31 et le 3. Voilà. Donc c'est très court. Et puis il y a l'incontournable Nasser, l'expert des réseaux sociaux. La stratégie digitale consiste à cibler les personnes qui aiment notre page et à leur renvoyer des messages, à créer une forme d'interaction avec eux. Parce que vous savez, les médias sociaux, c'est l'interaction. Une candidate parmi 27 et un objectif, effacer un début de campagne chaotique. C'est en Tunisie que la candidate se met réellement en marche sur le terrain 3 jours plus tard. Premier rendez-vous à Tunis avec Michel Bismuth, une femme d'affaires implantée de longue date et très influente dans la communauté franco-tunisienne. On choisit de voter pour la personne qui va défendre le programme dans lequel on croit et qui a fait qu'on a voté pour lui aux élections présidentielles. C'est juste de la cohérence pure. La députée que je serai pour eux, c'est aussi de les aider non seulement dans l'accompagnement avec les résistances, les complications de l'administration française en France, et aussi de les aider avec les autorités du pays local dans lequel ils vivent. Un discours parfaitement huilé et un soutien sans restriction. Encore faut-il le faire savoir. C'est le travail de Nasser. Cette vidéo sera partagée par l'intéressé à ses milliers d'amis sur Facebook. La stratégie peut rapporter gros. La candidate la tente à nouveau à la librairie El Kitab, plus importante librairie francophone en plein centre de Tunis. Ah, c'est votre maman qui rejoint la librairie. Comment se débrouille la candidate à votre avis? Elle est très dynamique. Il faut toucher le maximum de personnes en un minimum de temps. Au Sénégal, à Rabat, à Casa, à Alger, à Abidjan. Application. Dans la vidéo enregistrée une demi-heure plus tôt, Madame Bismuth appelle à voter Laïla Aïchi sur Facebook. On espère pouvoir faire une vidéo pareille avec Madame la directrice. Vous serez d'accord? Ah, désolé, ça je ne pourrai jamais le faire. Non. Cette fois, la candidate repart sans vidéo, appelant à voter pour elle. Normalement, on continue la start-up. Direction La Marsa, où s'est établi Fares. Après de brillantes études en France, il a créé son agence de communication digitale 360 il y a 3 ans. Vous vous sentez comment soutenu par la France? On n'est pas spécialement soutenu, on aimerait quand même être accompagné. Un petit coup de pouce, ça ferait quoi? Alors un petit coup de pouce, est-ce qu'une candidate qui vient en campagne vous promet des choses, vous y croyez en réalité? On aimerait
j'aimerais y croire. Il faut qu'il y ait la volonté politique derrière et de l'action. Nos meilleurs ambassadeurs, ce sont typiquement quelqu'un comme Fares. Voilà, donc franchement, bravo. Une femme d'affaires, une femme de culture, un jeune start-upper, 3 têtes de réseau, 5 rencontres dans la journée pour une campagne à moindre coût qui essaime en ligne 24 heures sur 24. Ou le pari du porte-à-porte sélectif, combiné à la puissance des réseaux sociaux, en plus des réseaux traditionnels. C'est ainsi que Leila Aichi compte l'emporter dans cette 9e circonscription des Français de l'étranger. Fini l'époque de compter les uns sur les autres. En tout cas, la leçon semble bien comprise par l'Allemagne d'Angela Merkel, qui analyse ses rapports avec les autres pays du G7 et qui doit tourner également le dos aux États-Unis de Donald Trump. Suivez. La Bavière est célèbre depuis toujours pour sa bière. On pourra aussi retenir désormais ce meeting électoral de la chancelière allemande. Hier, Angela Merkel a pointé l'attitude des États-Unis sous le règne de Donald Trump, sans jamais citer son nom. L'époque où nous pouvions compter entièrement les uns sur les autres est pratiquement révolue. C'est ce que j'ai pu constater ces derniers jours. Et c'est pour cela que la seule chose que je puisse dire, c'est que nous, Européens, devons réellement prendre notre destin en main. Bien sûr, en toute amitié avec les États-Unis ainsi qu'avec la Grande-Bretagne. Et en tant que bon voisin, chaque fois que c'est possible avec d'autres pays, même avec la Russie. Angela Merkel vient de passer beaucoup de temps avec des dirigeants étrangers. Et c'est précisément au résultat de ces réunions qu'elle fait allusion. Au sommet de l'OTAN d'abord, où Donald Trump, contrairement à ce que tout le monde pensait, n'a pas évoqué le fameux article 5 de l'Alliance, celui qui précise la solidarité réciproque entre tous les membres. Au cas où l'un d'eux serait attaqué, il a préféré parler argent. 23 des 28 membres de l'OTAN ne payent toujours pas ce qu'ils devraient payer et ce qu'ils sont supposés payer pour leur défense. À Taormina, le lendemain, il a fallu constater que le G7 était devenu un G6 plus 1. Les Américains ont clairement fait bande à part sur le climat notamment. Les États-Unis, qui ont toujours été très attentifs aux bonnes relations avec leurs alliés, ont changé de cap. Angela Merkel a qualifié ce sommet de très insatisfaisant. Voilà qui pourrait avoir de lourdes conséquences, prévient-elle. Dernier élément de cette édition d'information, aux Philippines, c'est une guerre sans merci qui est lancée contre les islamistes. L'armée déploie tous les moyens pour récupérer le plus rapidement possible la ville de Marawi. Suivez. Il serait 2000 civils pris au piège des combats entre l'armée philippine et les rebelles islamistes. Marawi, sur l'île de Mindanao, connaît son 7e jour de violence. Bombardements, batailles de rue, les soldats ratissent les différents quartiers pour tenter de débusquer les islamistes. Officiellement, les islamistes auraient tué 19 civils, dont des femmes et des enfants. Hier encore, au détour d'un chemin, ces corps sans vie, certains abattus par les rebelles d'une balle dans la tête. Si la majorité des 200 000 habitants ont pu fuir, des centaines de familles se terrent encore chez elles par peur des combats. Fondamentalement, tous les barangays du côté est du lac, c'est-à-dire le fleuve Agus, sont considérés comme étant à 100% sous contrôle de nos forces gouvernementales qui tentent donc de pénétrer de l'autre côté. Concernant le nombre total de personnes déplacées, le chiffre a augmenté de 14 699 familles. Et c'est à Iligan, plus au nord, que les familles tentent de trouver refuge, sécurité et nourriture. Mais ce lundi, la ville a été bouclée. Les autorités craignent que le mouvement de rébellion se propage sur l'île entière. La loi martiale y a été décrétée. Avec l'instauration de la loi martiale, nous avons mis en alerte totale nos unités. C'est pourquoi plus de 2000 policiers et 910 adjoints de police volontaires ont été déployés dans notre État afin de mettre en œuvre les consignes liées à la loi martiale et de nous assurer que les terroristes et les criminels qui tenteraient de passer par la ville de Davao aient du mal à entrer. Le président Rodrigo Duterte a prévenu qu'il n'hésiterait pas à étendre la loi martiale à tout le pays pour lutter contre ces combattants liés au groupe État islamique. Une dérive qui inquiète ces défenseurs des libertés qui sont descendus ce lundi dans les rues de la capitale. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Bonsoir chez vous.